On en parle beaucoup dans les flashs de cette semaine. Le Pérou fait face à une mobilisation sociale d'ampleur depuis plus d'un mois maintenant. Il y a un mois justement, Pedro Castillo, le président de la gauche péruvienne, était destitué par le Parlement après avoir tenté de le dissoudre. Dina Boluarte, alors vice-présidente, a pris l'intérim. Les mobilisations ont alors débuté pour demander la démission de Dina Boluarte, mais aussi pour réclamer des élections immédiates. Du côté des autorités, ces manifestations sont durement réprimées. Le bilan officiel fait état de 40 morts depuis qu'elles ont commencé. Dans le Puno, en début de semaine, c'est 17 morts qui ont été recensés après une manifestation au cours de laquelle les manifestants avaient tenté d'envahir l'aéroport du coin. C'est après ces événements que le parquet péruvien a décidé d'ouvrir une enquête avant-hier pour génocide à l'encontre de l'actuelle présidente. Pedro Castillo, lui, est incarcéré et est accusé de tentative de coup d'État, de rébellion et de corruption. Même si, entre-temps, l'actuelle présidente a avancé le calendrier électoral de 2026 à 2024, la colère populaire ne faiblit pas. Mais qu'est-ce qui explique une telle instabilité politique dans le pays ? Qu'en est-il des accusations dont Pedro Castillo fait l'objet ? Quelle sera aussi la politique de Dina Boluarte ? Pour en parler, je reçois en visio Camille Boutron, sociologue à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. C'est parti pour l'entretien express. Bonjour Camille. Bonjour, Vous m'entendez bien ? je vous entends. Ok, merci beaucoup d'avoir d'avoir accepté de répondre à cette interview. Vous allez bien ? Très bien, et vous? Ça va très bien aussi, merci. Alors pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que peut-être, parce que là j'ai globalement résumé un petit peu ce qui se dit un peu partout dans les médias français qui reprennent des dépêches AFP un peu bêtement et méchamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous éclaircir peut-être un petit peu plus sur ce qu'il se passe au Pérou en ce moment ? En fait, ce qui se passe au Pérou en ce moment, c'est peut-être le point d'orgue d'une crise qui a commencé il y a déjà longtemps, puisqu'en fait, Pedro Castillo, ce n'est que un aspect des nombreuses instabilités politiques que traverse le Pérou depuis des décennies, mais plus particulièrement, on va dire, ces 5 dernières années, puisqu'avant l'élection de Pedro Castillo, on a quand même plusieurs destitutions, démissions, tentatives de destitution, coup d'État, enfin, on a toute une telenovela Ouais. de succession d'hommes au pouvoir. Hein, aucun président n'a fini son mandat dans la période mandataire d'avant. Et on avait déjà eu des grosses manifs, il y a d'ailleurs à peu près un an, dans ce cadre. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Pérou, c'est en réalité la continuité d'un ras-le-bol populaire qui dure, qui monte en puissance depuis déjà plusieurs années. Oui, parce qu'il y avait, je crois, se sont succédés en l'espace de quoi, 2 ans, 3 ans, je sais plus, 6 présidents différents. Ah oui, alors on a eu Kuczynski qui lui a été élu, qui a fait face à une tentative de destitution qui n'a pas marché, mais finalement il a dû démissionner parce qu'il faisait face à une seconde tentative de destitution qui elle allait marcher. Et donc il a préféré démissionner avant puisqu'il a fait partie de ces chefs d'État mis en cause par le scandale de corruption d'Odebrecht. Je ne sais pas si ça Mhm. vous parle, mais Oui, oui. c'est une entreprise de BTP brésilienne qui en fait a dépensé des centaines de millions de dollars en pot de vin pour obtenir des marchés publics. Bon voilà, ça a éclaboussé grand nombre de chefs d'État latino-américains, dont Pedro Pablo Kuczynski. Il a donc été à ce moment-là remplacé par son vice-président Martin Vizcarra, qui lui aussi a fait face à des tentatives de destitution, et puis en fait non, et puis, enfin je vous passe les détails parce que ce sera en Ouais. réalité assez long, qui s'est maintenu au pouvoir jusqu'à finalement être destitué rapidement par le président du Conseil de ministres de l'époque, Manuel Merino, qui lui, et c'est là à ce moment-là, on a eu des très très grosses manifestations, on parle de novembre 2020. Ouais. À ce moment-là, là, on a eu vraiment des manifestations extrêmement fortes au Pérou. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait un petit peu parlé. Merino n'est pas resté au pouvoir. Il a finalement été remplacé par Sagasti, qui lui a assuré de façon relativement propre, on va dire, un gouvernement de transition, puisque les élections présidentielles, enfin générales, puisqu'au Pérou, généralement, on a des élections générales, on va élire le président, mais aussi
les congressistes, les membres du Congrès, jusqu'en 2021. Voilà, donc Pedro Castillo était assez récemment élu, mais quand il arrive au pouvoir, on est déjà dans une situation de crise assez forte, avec en fait un Congrès extrêmement divisé et une opposition notamment fujimoriste, entre autres, hein, ce n'est pas la seule Oui, le clan explication. Fujimori, oui. Ouais, le clan Fujimori qui arrive à finalement tuer dans l'œuf à peu près toute tentative de réforme. Là, ce qui s'est passé avec Castillo, il faut déjà savoir que Castillo, quand il est élu avec finalement, en gros, assez peu de voix parce qu'il y a une dizaine, voire une quinzaine de candidats au premier tour. Donc, il passe au deuxième tour avec vraiment je crois, moins de 20% des voix. Il passe au deuxième tour avec la fille d'Alberto Fujimori, qui, elle, est régulièrement candidate malheureuse, mais à ça de gagner dans les dernières élections présidentielles. Et il gagne parce que, alors il est une figure un petit peu nouvelle dans le Pérou, puisqu'il est instituteur, il a mené des manifestations et des protestations déjà dans le cadre de grèves d'instit dans sa région il y a quelques années. Donc, il incarne un petit peu le peuple, d'une certaine façon, et pour le dire vite, mais surtout, il y a aussi eu un vote pour lui en opposition à Keiko Fujimori. Les Péruviens, ils sont régulièrement situés dans la même position que nous, dans nos élections, entre le marteau et l'enclume. Voilà, donc on a ce schéma aussi qui s'est répété au Pérou. Et donc, quand Castillo arrive au pouvoir, il n'a pas en réalité un appui populaire si dingue que ça, et surtout, il n'arrive pas à gouverner parce que l'opposition lui en fait voir de toutes les couleurs. Il a changé 5 fois d'équipe ministérielle. À chaque fois qu'il tente une réforme, il fait face à soit une tentative de destitution, soit une motion de censure. Enfin voilà, il fait face à vraiment de nombreuses difficultés. Et en gros, ce qui s'est passé le 7 décembre, c'est que, je pense, il a essayé, lui, de dissoudre le Congrès pour provoquer des nouvelles élections. Qui n'était pas en sa faveur, je le rappelle. On le Pardon ? rappelle. Qui n'était pas en sa faveur. C'était une majorité de droite, si je n'abuse au non, Parlement. pas du tout. Alors, le Congrès, c'est une majorité. Et puis, alors, en plus, c'est une majorité de droite, donc généralement fujimoriste, ou de droite libérale, qui peut s'associer aux fujimoristes parce que c'est quand même des gros intérêts économiques et financiers qui priment. Et puis, on a éventuellement des partis ou plutôt même des mouvements, peut-être plus de gauche, peut-être plus centristes. Mais en fait, ils vont voter Dina Boluarte, par exemple, elle était quand même la vice-présidente, elle était sur le ticket de Castillo, et à peine arrivée au pouvoir, en fait, elle prend ses distances et elle se met à négocier avec la droite. Donc, en fait, on a une instabilité terrible parce que on a des élus qui vont être d'un banc ou de l'autre, et pour un gouvernant, ça va être impossible de savoir réellement s'il va pouvoir compter sur sa majorité ou sa non-majorité, mais en tout cas sur supposément son camp, on va dire. Et donc, je pense que la tentative de dissolution du Congrès avait pour but de provoquer des nouvelles élections et de mettre en place éventuellement un rapport de force un petit peu plus favorable pour qu'il puisse gouverner, mais ça a complètement raté. Ouais, bah alors du coup, la question qui suit, là, donc on parlait des mobilisations. Alors évidemment, j'avais évoqué rapidement deux revendications qui étaient la démission de Dina Boluarte et l'organisation immédiate d'élections, non pas attendre 2024, mais qu'elles soient organisées tout de suite. Je suppose que les revendications de la mobilisation vont au-delà de ces deux seules revendications qui sont martelées un peu partout dans la presse. Alors oui, en fait, on fait face à une crise, à des multicrises, ou en tout cas une crise complètement polyphonique là au Pérou, qui s'inscrit à la fois dans un temps immédiat, mais aussi dans un temps très long. Et quand je dis très long, c'est vraiment très long. C'est-à-dire qu'au Pérou, on parle vraiment d'une société qui est encore extrêmement marquée par des discriminations raciales et ethniques héritées du passé colonial. C'est un trait qui caractérise l'ensemble des sociétés latino-américaines, mais qui est particulièrement prégnante au Pérou. Et c'est pour ça d'ailleurs que Castillo, il est un petit peu l'image de ce peuple bafoué, de ces populations sous-estimées, discriminées et marginalisées. Et donc du coup,
dans les revendications et les mobilisations et la colère, il y a une grande colère des manifestants, on a quand même aussi ces facteurs de temps long. Au niveau du temps moins long, le Pérou, il fait quand même face à un conflit armé entre 1980 et 2000 qui a été extrêmement violent, extrêmement grave, et dont la résolution passe quand même justement par cette période fujimoriste dans les années 90, qui lui a réussi son coup d'État et qui a instauré un régime autoritaire, et qui finit par devoir démissionner parce qu'il se retrouve pris dans des affaires de corruption, et puis après, bon, il y a toute la suite qu'on connaît sur ces jugements, etc. Mais du coup, cette espèce de transition à la démocratie, de fin de conflit, même si elle a fait l'objet d'une commission vérité, d'une tentative d'un petit peu écrire un consensus mémoriel sur ces 20 ans d'une violence extrême, hein, ça a un petit peu raté. Et donc, on est aussi dans une société qui n'a pas réglé ses comptes, et où il y a encore des très, très fortes oppositions. Et tout ça fait l'effet boule de neige avec le Covid qui est toujours, qui a considérablement contribué à augmenter les inégalités. Dans un pays déjà extrêmement inégalitaire. Le Pérou, par exemple, autour des années 2010, c'est quand même une croissance presque à 2 chiffres. Hein, à un moment, je crois qu'on était à 10%. Enfin, un petit miracle péruvien. Là, c'est plus du tout le cas. Il y a tout un ensemble de facteurs qui font que là, on est arrivé au moment d'explosion, quoi. En dehors de la crise politique qui, elle, est bien particulière et qui en fait, Fujimori, quand il arrive au pouvoir en 90, il a, lui, fermé le Congrès et fait son coup d'État avec beaucoup de succès. On était d'ailleurs à peu près dans des configurations un peu, pas similaires, mais on peut quand même établir un parallèle. Et ce qu'il a fait Fujimori, en fait, c'est qu'il a créé une nouvelle constitution et il a supprimé le Sénat. Donc, en fait, le Pérou est un pays unicaméral. Ce qui, je pense, n'aide pas, en fait. Et là, dans les revendications, il y a notamment celle d'une nouvelle constitution pour éventuellement rétablir l'équilibre. Parce que vu comment la constitution est faite, eh bien, voilà, on arrive, je pense, au bout de ce modèle un petit peu fujimoriste qui a perduré malgré la fin de Fujimori. D'accord. Alors, pour en revenir un petit peu sur Pedro Castillo, il fait l'objet donc de plusieurs accusations: corruption, tentative de coup d'État, rébellion. Comment, au regard du droit péruvien, est-ce que ces accusations sont fondées? Alors, elles sont sûrement fondées parce que le Pérou reste un état de droit où quand même on ne lance pas une enquête, enfin la Fiscalia va pas lancer une enquête sur rien. Voilà, on n'est pas dans une république bananière ni rien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les présidents péruviens font l'objet d'enquêtes. En fait. Voilà. Donc en fait, Pedro Castillo, alors est-ce qu'elles sont fondées ou pas? Ça reste à voir, mais il n'est pas l'exception. Et d'ailleurs, je pense que la citoyenneté en est consciente, c'est-à-dire que, et c'est là où il y a une erreur, hein, je pense, du côté de l'opposition, c'est que Pedro Castillo, qui n'était pas spécialement apprécié, là, on le défend, non pas parce qu'on pense que c'est un héros et qu'il est propre sur lui, mais parce qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi lui, on lui réserve ce traitement, alors que les autres, finalement, eux aussi, ils traînent des casseroles de corruption et des enquêtes, et Keiko Fujimori la première, et finalement, ils n'en payent pas le même prix. Donc c'est surtout cette espèce de deux poids, deux mesures qui a éclaté qui a joué le rôle d'étincelle, qui a créé cet incendie. Un petit point intéressant, moi j'ai pas les réponses là-dessus, mais c'est intéressant, c'est que c'est quand même Patricia Benavides, donc la fiscale générale de la Nation. Donc en fait, la procureure générale, en tout cas la tête du ministère public au Pérou, qui donc est à l'initiative de l'ouverture de ces enquêtes et de ces procédures judiciaires, c'est quand même elle qui avait ouvert l'enquête contre Castillo, qui du coup avait tenté de dissoudre le Congrès, mais aussi de réformer le système judiciaire et donc de la faire arrêter elle, qui elle finalement a réussi à le faire arrêter lui. Enfin, quand je vous dis qu'on est dans de la telenovela, on n'est vraiment pas très loin. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi elle qui récemment a ouvert une enquête contre Dina Boluarte notamment, mais aussi son président des conseils des ministres, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense. Et puis un autre, je sais plus, enfin voilà, il n'y a pas que Dina Boluarte qui est en cause, mais qui vient d'ouvrir une enquête. Donc on a aussi ce personnage un petit peu
un petit peu mitigé et difficile à cerner. Et Ouais. c'est un bon exemple, une bonne illustration de ce que je vous disais, de la complexité en fait de paysage politique au Pérou à l'heure actuelle. Mais alors justement, là, puisque vous en venez à Dina Boluarte, euh, elle est effectivement visée par une enquête du parquet péruvien pour génocide. Alors là, par contre, bon, enfin, c'est vrai que les manifestations sont très violentes. On disait en introduction, elles ont fait 40 morts. Après, le terme génocide, je ne sais pas sur quoi se base le parquet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur cette enquête qui vient d'être ouverte là-dessus? Alors, écoutez, je peux pas tellement vous en dire plus car bah, on n'en sait pas tellement plus. Elle est ouverte pour génocide, homicide aggravé et Mhm. blessures aggravées et homicide. D'accord. Voilà, donc pas que génocide. Je pense que, de ce que j'ai compris, la mobilisation de génocide, c'est parce qu'en fait, il y a la volonté de tuer en groupe et de tuer en masse. Donc c'est la dimension collective, D'accord. sachant par ailleurs que les manifestations ont lieu majoritairement dans les Andes du Sud, c'est-à-dire à Puno, vous l'avez dit, à Cusco. Puno, c'est la frontière avec la Bolivie. Cusco, c'est voilà, c'est le sud, Apurimac, etc., qui sont les régions où l'on trouve donc des régions andines, donc où on a des populations descendantes, des populations autochtones, etc. Ouais. Donc, et ça, c'est un schéma qui se répète quand même beaucoup dans l'histoire du Pérou. Hein, c'est la répression et la violence infligée aux populations autochtones, aux populations indigènes, ou en tout cas métisses, paysannes, etc. Donc, la dimension de génocide devient par là. Et ça, voilà. Donc, alors, au niveau du droit international, si on regarde évidemment la définition de génocide telle qu'elle est faite dans la CPI, on peut se dire quand même, est-ce que c'est pas un petit peu exagéré? Mais il y a une logique là-dedans parce que c'est un débat qui se pose depuis assez longtemps au Pérou, notamment la commission Vérité qui a rendu son rapport en 2003 sur ces 20 ans de guerre civile dont je vous parlais tout à l'heure, montre, souligne deux choses qui ont leur importance pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. La première, c'est qu'on pensait que le Sentier Lumineux, hein, l'une des principales guérillas rentrées en rébellion à l'époque contre l'État péruvien, était la responsable de la plupart des morts et disparus. En réalité, on se rend compte que oui, le Sentier Lumineux est responsable de 50% des morts et disparus, probablement, mais que les forces de l'ordre, donc l'armée, la police, hein, basiquement, ont eu leur rôle à jouer là-dedans. Et la Mhm. CVR estime qu'environ 30% des morts et disparus le sont aux mains de l'État, en fait. D'accord. Voilà, donc ça a créé un vrai tollé et encore très compliqué. Et du coup, ça permet aussi de comprendre un peu ces rapports, forces armées, nanana, l'État, la répression. L'autre chose qui est absolument importante à comprendre, c'est quand la CVR rend son rapport, elle montre qu'en fait, 75% des victimes, si je ne m'abuse, ou au moins 70%, sont des individus, enfin des personnes issues de communautés autochtones, rurales, indigènes, qui avaient le quechua comme langue maternelle. D'accord. Et donc déjà, il y a eu des débats sur est-ce qu'on peut parler de génocide à ce moment-là pour conflit armé péruvien, etc. Donc en fait, on est quand même dans une continuité de questions qui se posent bien avant cette crise. En tout Voilà. cas, on peut se demander si les forces de l'ordre n'ont pas une logique raciste dans les manifestants visés et En tout tués. cas colonial, ça on peut le dire, c'est-à-dire qu'on a un prolongement des logiques coloniales de pouvoir. Voilà, au Pérou, ça se voit très bien. Raciste, oui, certainement. Après, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que si vous allez voir, si vous vous intéressez au profil des policiers ou des soldats du rang au Pérou, ce sont les mêmes, ils viennent des mêmes endroits que ceux qui sont Ouais. réprimés hein, dans les campagnes. Donc, bien sûr, il faut, enfin, l'analyse, elle se fait un petit peu un cran au-dessus que juste les policiers contre les pauvres, contre les paysans, quoi. Voilà, c'est malheureusement plus complexe que ça. Enfin, je dis malheureusement parce qu'on aimerait toujours que ce soit plus simple. Mais en tout cas, oui, le pouvoir politique péruvien est raciste et colonial. Et on a vraiment une élite économique blanche, métisse, urbaine, liménienne, tournée vers l'international, Ouais. qui est très clairement peu intéressée à ce qui se passe à la majorité de l'autre population indigène, rurale, pauvre, etc. D'accord. Ça, Donc pour finir un peu cet entretien, quelle perspective politique peut ressortir de ce contexte? Est-ce que
Dina Boluarte va gouverner sur sa droite? Est-ce qu'elle va se présenter aux prochaines élections? Est-ce que la gauche péruvienne va réussir, vu le soutien populaire dont Pedro Castillo bénéficie, tirer ses marrons du feu pour les prochaines élections? Quelle perspective on peut dégager de tout ça là? Oh là là, c'est assez difficile à voir parce qu'en fait, là, on a quand même l'impression qu'on s'avance vers une espèce de retour à l'autoritarisme, même plus caché, Ouais. puisque les revendications, elles sont assez claires, elles sont de provoquer des élections le plus rapidement possible, voire même de repenser la Constitution, etc. Ce qui serait quand même peut-être la chose la plus sage à faire, hein, pour un retour à la démocratie et au calme. Maintenant, ceci étant dit, pour élire des représentants d'une constituante, pour provoquer des élections, il faut que de toute façon, il y ait déjà un retour au calme. Ça ne peut pas se faire au milieu du chaos. Ouais. Tel que c'est parti, ça me semble déjà complexe. Je pense que probablement, enfin, en fait, moi j'ai toujours détesté, en bonne chercheuse, j'ai toujours détesté faire des diagnostics et dire il va se passer ça, parce qu'en fait, on n'en Oui, sait c'est quand pas. même Oui. rien, surtout à ce moment-là. Moi, ce que je pense, en tout cas, ce que je peux partager avec vous, c'est que oui, on est en fait dans une continuité de crise et une colère qui gronde et qui monte et qui s'inscrit dans la longue durée, voire très longue durée. Ouais. Et elle retombera pas comme ça c'est sûr. Est-ce qu'on va avoir du côté du gouvernement une tentative d'apaisement avec peut-être la démission de Boluarte et de ses ministres mis en cause là par l'enquête pour finalement un petit peu mettre au pouvoir des individus qui seront capables de faire consensus au temps d'une transition? Est-ce que ça va avoir lieu? Ce qui permettrait en tout cas de, entre guillemets, gagner du temps, d'aller jusqu'en 2023, voilà. Je ne sais pas. On n'a pas l'impression là qu'ils veulent partir. Le jour où la Fiscalia ouvrait justement son enquête, ou à 24 heures près, Ouais. le président des conseils de ministres est allé réclamer son vote de confiance à l'ensemble de son équipe et il l'a obtenu, voilà, tout en déclarant un jour de deuil national. Donc on est quand même dans une espèce de schizophrénie. Je vois pas comment ça peut retomber et revenir au calme dans les très prochains jours. Voilà. Ok. Bah merci beaucoup Camille Boutron. Merci à vous.